Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo en entier. Pour visionner le prochain épisode explicatif, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. La jalousie de Natalia ne murmure plus. Elle tire des balles. Une femme insultée peut pleurer, une femme trahie peut crier, mais lorsqu'une femme est consumée par l'obsession, elle devient dangereuse. Et devant elle se tient Bella Aldama, que beaucoup continuent d'appeler Mariar par mépris. Mais cette fois, elle n'a pas peur. Elle fixe la mort dans les yeux et comprend que sa revanche n'est pas encore achevée. La pièce se remplit d'une tension suffocante. Natalia se tient avec un revolver à la main, la folie brûlant dans son regard. Elle n'a plus de logique, plus de dignité, plus de peur. Une seule idée la pousse. Éloigner Bella de Sergio et empêcher son père, le gouverneur Fernando Montenegro, d'épouser cette femme qu'elle déteste. Natalia ne parle pas comme une femme blessée, mais comme une condamnée qui n'a plus rien à perdre. Elle accuse Bella de vouloir lui voler son fiancé, de tourner autour de Sergio, de préparer une humiliation plus grande encore. Mais Bella reste froide, droite, presque trop calme. Elle affirme que Sergio Santibáñez ne signifie rien pour elle. Cette phrase simple rend Natalia encore plus furieuse, car pour elle, chaque silence est une provocation, chaque respiration une menace. Enfin, Natalia lève l'arme. Bella tente de la raisonner, lui rappelant qu'elle n'est pas assez folle pour finir en prison. Mais Natalia rit presque. Elle est la fille du gouverneur, et dans son esprit malade, cela signifie qu'elle peut tout faire, tout effacer, même la mort d'une femme. Elle croit que son nom, son sang, son rang social peuvent couvrir un crime. Puis le coup part. Le bruit est sec, impitoyable, comme si des années de rancune explosaient en un instant. Mais Brenda se jette sur Natalia au dernier moment. La balle ne traverse pas le cœur de Bella, elle se perd dans le plafond. Pendant quelques secondes, personne ne respire, puis la vérité s'impose. Bella est encore vivante. Ce moment transforme l'histoire. Il ne s'agit plus seulement de vengeance et de jalousie, mais du courage d'une femme entre la vie et la mort. Natalia a révélé à tous ce qu'elle est prête à devenir. Mais Bella ne crie pas, ne s'effondre pas, ne supplie pas. Voilà ce qui étonne le plus, la femme autrefois humiliée, traînée dans la boue, traitée de barbare, se tient désormais devant son ennemi avec une froide dignité. Elle prend le revolver dans sa main, elle comprend que cette arme est désormais une preuve et que le destin de Natalia est entre ses doigts. Quand Natalia exige qu'on la lui rende, Bella refuse. Elle ordonne à Marco de la faire sortir, pacifiquement ou par la force. Natalia s'en va, maudissant, jurant que ce n'est pas fini. Mais en vérité, elle a perdu non seulement sa paix, non seulement son arme, mais aussi l'illusion d'être intouchable. Pendant ce temps, au-delà de cette violence, une autre douleur grandit dans la famille Santibáñez. Le petit Rafaelito doit rester plus longtemps à l'hôpital. Le médecin est clair, s'il sort trop tôt, sa guérison ne peut être garantie. Pour Angelica et Renato, cette nouvelle est une condamnation. Ils n'ont plus d'argent. Les terres hypothéquées, les dettes s'accumulent, et au milieu de tout cela, un enfant innocent devient le centre de chaque sacrifice. Innocente propose son aide. Il a de l'argent et pense qu'il est inutile s'il ne peut soulager la souffrance des siens. Mais Renato refuse. Il ne veut pas dépendre, ne veut pas perdre sa dignité restante. Pourtant, derrière son orgueil, c'est évident, il se brise, un père prêt à tout pour sauver son enfant, mais prisonnier de sa propre fierté et de sa chute. Angelica tremble, elle ne craint pas seulement l'argent, elle redoute de perdre son enfant, de perdre Renato, de voir sa famille s'effondrer à jamais. Ses yeux reflètent l'épuisement d'une femme qui a trop prié, trop attendu, trop espéré. Elle veut croire que tout ira bien, mais chaque jour lui arrache un peu plus de force. Bella choisit de ne pas enterrer le coup de feu de Natalia dans le silence. Elle emmène Brenda avec elle, non pas vers la police,
mais directement chez le gouverneur Fernando Montenegro. Celui-ci la reçoit avec politesse, ignorant que la femme devant lui porte une accusation terrible. Bella déclare sa fille Natalia a tenté de la tuer. Au début, Fernando refuse d'y croire. Comment un père pourrait-il accepter que sa propre fille ait voulu tuer la femme qu'il s'apprêtait à épouser? Mais Brenda confirme. Elle raconte comment elle a empêché Natalia. Et lorsque Fernando s'accroche encore au doute, Bella sort le revolver de son sac. L'arme parle pour elle. Fernando la reconnaît, c'est la sienne. La vérité le frappe de plein fouet. À cet instant, Bella joue un jeu subtil. Elle ne cherche pas de procès. Elle ne veut pas de scandale. Elle ne veut pas que Natalia soit arrêtée. Elle veut blesser son ennemi autrement, plus directement, plus humiliant. Bella déclare qu'elle ne portera pas plainte par respect pour Fernando. Mais derrière cette apparente clémence se cache une stratégie redoutable. Bella sait que le gouverneur se sentira honteux, redevable et surtout obligé, en tant que père, de confronter la disgrâce de sa fille. Fernando, bouleversé, remercie Bella pour sa générosité. Puis, comme si la peur de la perdre surpassait tout, il propose d'accélérer leur mariage. Bella laisse l'idée avancer, sans jamais oublier son véritable objectif. Elle agit non seulement avec son cœur, mais avec une mémoire pleine de blessures. Pendant ce temps, Natalia se vante presque auprès d'Isabelle de ce qu'elle a fait. Elle avoue avoir tiré, regrettant seulement d'avoir manqué sa cible. Elle promet que la prochaine fois, elle ne ratera pas. Ce n'est plus de la jalousie, c'est une obsession, une haine qui dévore son humanité. Isabelle la met en garde, c'est un scandale, un danger, une folie. Mais Natalia est enfermée dans sa rage. Elle croit encore que Bella n'osera rien. Elle croit encore que son père l'aimera toujours davantage. Pourtant, au fond, elle commence à sentir que quelque chose s'est brisé. Lorsque Fernando l'affronte enfin, la scène devient terrible. Il exige de savoir pourquoi elle a fait cela. Natalia répond qu'elle ne veut pas que Bella lui vole Sergio, ni que son père épouse Bella. Fernando la réprimande comme irresponsable, gâtée, capricieuse. Peut-être pour la première fois, il ne cède pas devant elle. Il lui annonce qu'elle doit être soignée, qu'elle a besoin d'aide. Natalia refuse. Elle hurle qu'elle n'est pas folle, mais ajoute aussitôt que si son père persiste à vouloir épouser Bella, alors oui, elle pourrait bien le devenir. C'est là que la tragédie de Natalia se révèle. Elle n'aime pas seulement Sergio, elle veut posséder tout ce qui lui échappe, l'amour de son père, le regard des autres, la victoire sociale. Elle ne supporte pas que Bella, qu'elle méprise, puisse entrer dans sa vie et lui prendre la place qu'elle croyait éternelle. Fernando annonce alors que son mariage avec Bella aura lieu rapidement. Natalia le menace. Elle promet de transformer la vie de Bella en enfer. Elle jure de la poursuivre jour et nuit jusqu'à ce qu'elle disparaisse de leur existence. Tandis que cette guerre familiale explose dans la maison Montenegro, Bella reste calme avec Brenda. Elle laisse entendre que son intention n'est peut-être pas réellement d'épouser Fernando. Ce mariage pourrait être une arme, une manière de forcer Natalia à montrer son vrai visage, de faire trembler ceux qui l'ont autrefois humiliée. Mais la vengeance de Bella ne s'arrête pas là. En même temps, elle prépare un autre coup, plus silencieux, plus profond, plus cruel encore. Elle s'apprête à acheter la hacienda des Santibáñez, cette terre où elle a été humiliée, cette maison où on l'a méprisée, cette propriété qui symbolisait autrefois la puissance de ses ennemis. Bella publie une annonce pour acheter une hacienda sur la côte mexicaine et le piège fonctionne rapidement. Renato, désespéré par le besoin d'argent pour soigner Rafaelito, voit cette annonce comme un miracle. Il appelle, il veut vendre. Renato ignore encore que l'acheteur intéressé par ces terres n'est autre que Bella Aldama. Il ne réalise pas que la main qui semble lui offrir une solution est la même qui prépare la vengeance ultime de Mariar Pérez.
et lorsque Bella apprend que Renato est tombé dans son piège, son visage se ferme dans une étrange satisfaction, une joie mêlée à l'ombre de la douleur. Bella ne veut pas seulement la terre, elle veut entrer dans cette maison en propriétaire. Elle veut que la hacienda Santibáñez soit enfin à elle, cet endroit où on l'avait d'autrefois humiliée en la traitant de fille de la boue. À partir de là, l'épisode révèle son cœur le plus impitoyable. Un homme cherche de l'argent pour sauver un enfant, une femme cherche justice pour réparer une humiliation ancienne. Et au milieu, l'amour, la haine et la vengeance s'entrelacent, impossibles à séparer. Tandis que Bella referme son piège autour de la hacienda, une autre histoire avance dans l'ombre, douce en apparence, mais profondément bouleversante. Loin des salons élégants, loin des armes, loin de la malice de Natalia, vit Antonietta. Les villageois la regardent avec peur, méfiance, parfois cruauté. Ils la traitent de folle parce qu'elle parle seule, parce qu'elle vit isolée, parce que sa douleur n'a jamais trouvé d'oreilles assez tendres pour l'écouter. Puis la petite Lupita entre dans sa vie. L'enfant arrive avec Doña Clorinda, tremblante de peur. Elle ne veut pas rester avec Antonietta. Elle répète ce qu'on lui a dit, que cette femme est folle, qu'elle parle seule, qu'il faut s'en méfier. Dans ces mots d'enfant se reflète toute la violence d'un village qui juge sans comprendre. Antonietta ne se met pas en colère, elle ne se défend pas avec brutalité, elle regarde simplement cette petite fille effrayée et lui répond avec une tristesse infinie. Si elle parle seule, c'est parce que personne ne veut parler avec elle. Cette phrase transperce le cœur. Antonietta ne demande pas de richesse, ni de vengeance, ni de pouvoir. Elle demande seulement une présence, un regard qui ne la condamne pas, une voix qui lui réponde. Doña Clorinda part acheter du maïs, laissant Lupita avec Antonietta malgré ses cris. Quand la porte se referme, Antonietta ne l'approche pas avec dureté. Elle lui parle doucement. Elle lui propose du pain, pas n'importe quel pain, mais du pain sucré. Exactement comme Lupita l'aime. Peu à peu, la peur de l'enfant commence à fondre. Un morceau de pain, un sourire, une parole tendre. Parfois, il ne faut pas plus que cela pour réparer un petit cœur habitué à la misère. Lupita avoue qu'elle aime tout ce qui se mange, parce que chacun lui donne ce qu'il peut. Antonietta ne la voit pas comme un fardeau, ni comme une enfant sale et abandonnée, mais comme une belle petite fille, digne d'amour. Elle la prend dans ses bras, l'embrasse. Lupita, surprise, demande si elle n'est pas mauvaise. Antonietta répond « Non, je ne suis pas mauvaise, je suis seulement triste. » Et dans cette cabane oubliée, deux solitudes se reconnaissent, une femme brisée par la perte, une enfant négligée par la pauvreté. Entre elles naît un lien secret, fragile mais lumineux, comme une petite lampe dans la longue nuit. Mais Maria ne vit plus dans la lumière enfantine. Sa vie est désormais une guerre de stratégie, d'amour blessé et de vengeance. Après l'attaque de Natalia, elle appelle Sergio. Elle lui raconte ce qui s'est passé. Natalia est entrée dans son bureau, a pointé un revolver, a menacé, a tiré. Sans Brenda, Bella serait morte. Sergio écoute, stupéfait. Il connaît Natalia, jalouse, capricieuse, arrogante, mais apprendre qu'elle a tenté de tuer Maria le bouleverse, car malgré la distance, le divorce et les blessures, quelque chose en lui s'éveille quand Maria est en danger. Bella ne demande pas d'amour, elle ne lui demande pas de revenir, elle lui demande seulement d'agir, de régler cette situation avec Natalia une fois pour toutes, car si Natalia continue ses menaces, Bella est prête à répondre. Et lorsqu'elle dit cela, Sergio sait que ce n'est pas une menace vide. Il connaît Mariar, il sait que derrière son élégance nouvelle, ses vêtements raffinés et le nom Aldama, il y a toujours la femme ardente née au bord de la mer, la femme qui a appris à survivre dans la honte, la faim et l'humiliation. Sergio reste prisonnier de sa lâcheté. Il rappelle à Bella que Natalia est la fille
du gouverneur, qu'elle échappe toujours aux conséquences de ses actes. Bella lui renvoie ces mots. Elle lui dit qu'autrefois elle est allée en prison sans raison, et que si elle doit y retourner, ce sera pour une vraie cause, pour donner une leçon à Natalia. Cette phrase unique allume une terrible tension entre eux. Sergio comprend que les deux femmes de sa vie sont désormais prêtes à s'anéantir l'une l'autre. Natalia veut tuer Bella, Bella menace de frapper Natalia, et lui se tient au milieu face aux ruines de ses propres choix. Sergio tente de minimiser la gravité de la situation en plaisantant avec un ami, comparant l'histoire à un mauvais western où chacun dégaine son revolver. Mais derrière l'humour, son inquiétude est réelle. Il sait que tout cela pourrait finir dans le sang. Et même s'il insiste sur son désir de rester loin de Mariar, son ami devine que, peut-être, Sergio espère encore réparer quelque chose avec elle. Au fond de lui, le désir de reconquérir Mariar n'a jamais totalement disparu. Il avoue qu'il lui avait proposé une réconciliation, mais Mariar l'a rejeté. Elle lui a dit qu'elle le haïssait, qu'elle voulait le détruire, mais pas de ses propres mains. Voilà toute la complexité de Bella. Elle ne veut plus être l'épouse humiliée, ni tendre les bras à l'homme qui l'a abandonnée. Pourtant, elle ne peut effacer entièrement ce lien ancien, ce passé qui brûle encore sous les cendres. Fernando revient vers Bella avec un visage plus grave. Il lui annonce que Natalia suit désormais un traitement. Le psychologue parle de crise hystérique, un trouble fréquent chez certaines jeunes filles, et espère qu'elle se rétablira bientôt. Mais derrière ces mots médicaux se cache surtout la volonté de Fernando de sauver l'honneur de sa fille. Il veut croire que Natalia est malade, non mauvaise, perdue, non coupable. Bella l'écoute avec élégance, accepte ses excuses, mais ramène aussitôt la conversation vers le mariage. Si Fernando veut vraiment l'épouser, il faut que tout avance rapidement. Et pour cela, son divorce avec Sergio doit être réglé sans délai. Fernando comprend alors l'obstacle. Bella avait demandé une pension, ce qui risquait de ralentir la procédure. Il lui rappelle qu'elle possède déjà une immense fortune, que sa fille ne manquera de rien et que l'argent de Sergio n'est pas nécessaire. Bella réfléchit puis renonce à toutes ses réclamations. Elle ne veut rien, ni pension, ni compensation. Elle veut seulement sa liberté. Mais derrière ce geste se cache son prochain mouvement. En récupérant sa liberté plus vite, elle pourra avancer plus vite dans son plan. Son mariage avec Fernando peut devenir une arme contre Natalia et son divorce avec Sergio ouvrir une nouvelle phase de sa revanche. Chez l'avocat, Bella déclare qu'elle retire toutes ses demandes. Elle veut divorcer de Sergio Santibáñez le plus rapidement possible. L'avocat la prévient. Une fois ses droits abandonnés, elle ne pourra plus les réclamer. Bella insiste, elle ne veut rien, seulement en finir. Et en sortant, elle pense déjà à Natalia. Elle est convaincue qu'en apprenant son geste, Sergio annulera peut-être son mariage avec la fille du gouverneur. Bella ne joue jamais une seule partie. Elle en joue plusieurs à la fois. Chaque coup touche un cœur différent, une faiblesse différente, une peur différente. Mais le plus symbolique reste la hacienda. Elena, son intermédiaire, organise la rencontre avec Renato Santibáñez. Tout se déroule comme Bella l'avait prévu. Renato, écrasé par les dettes et l'hospitalisation de Rafaelito, voit la vente comme son seul salut. Il explique que les terres sont hypothéquées, qu'une partie appartient à Sergio, mais l'acheteur semble prêt à régler tout. Il propose un bon prix, sans crainte des complications. Renato ne sait pas qu'il parle à l'ombre de Mariar. Il croit négocier avec une étrangère, mais en réalité il marche droit dans le piège tendu par la femme que sa famille avait autrefois humiliée. Bella savoure déjà l'idée de s'emparer de la hacienda Santibáñez. Elle ne veut pas seulement une propriété, elle veut récupérer un morceau de son passé. Elle veut entrer dans cette maison non pas comme une femme méprisée, non pas comme une intruse couverte de honte, mais comme sa maîtresse. Cette vengeance est silencieuse mais immense. Elle frappe là où l'orgueil des Santibáñez était le plus fort, leur terre, leur nom, leur héritage. Pendant ce temps,
Loin des ambitions, de la malice et des calculs des adultes, Antonietta et Lupita vivent une vie plus simple. Antonietta lave la petite fille, lui donne des vêtements propres, lui enseigne l'importance de prendre soin de soi, se peigner, rester propre. Pour Lupita, c'est presque un miracle. Être propre, sentir bon, porter des habits doux, des détails insignifiants pour les riches, mais pour elle, c'est un monde nouveau. Lupita commence peu à peu à aimer venir chez Antonietta. Elle préfère cette maison à celle de Doña Clorinda, car ici elle reçoit une attention qu'elle n'avait peut-être jamais connue auparavant. Mais cette tendresse irrite ceux qui ne comprennent pas. Sa grand-mère surgit, furieuse, ordonnant à l'enfant de partir immédiatement. Elle accuse Antonietta de lui donner de mauvaises habitudes, comme si la propreté, la douceur et l'éducation étaient des dangers. À ce moment, Shui intervient. Il défend sa femme avec une force passionnée. Il rappelle que ce qu'enseigne Antonietta n'a rien de mauvais, qu'elle est une véritable dame, agissant par bonté. Et lorsque la grand-mère continue de la traiter de folle, Shui explose. Il exige que sa femme soit respectée. Pour Antonietta, ce moment est profondément important. Elle, autrefois rejetée, humiliée, considérée comme étrangère dans sa propre douleur, entend enfin quelqu'un la défendre. Shui la rassure, lui disant qu'il est là, qu'il la protégera. Au milieu des trahisons et des cruautés, cette phrase simple ressemble presque à un miracle, car ici, l'amour n'est pas un grand discours, ni une promesse de richesse, ni une alliance politique. C'est un homme ordinaire qui se dresse devant le monde pour dire « Cette femme mérite l'honneur ». Pendant ce temps, à la clinique, Angelica se brise intérieurement. Raffaellito s'améliore, oui, mais tout reste fragile. Les frais augmentent, les solutions disparaissent. Renato promet de trouver de l'argent. Sergio promet aussi d'aider, mais Angelica ne voit que l'incertitude. Elle veut retrouver son mari, être avec lui et leur enfant. Elle craint que la distance ne détruise leur mariage. Innocencia tente de la calmer, lui rappelant que Raffaellito doit rester la priorité. Mais Angelica laisse échapper une pensée terrible. Si aucune solution n'existe, elle préférerait mourir. Innocencia la reprend aussitôt, lui rappelant toutes les prières faites pour la guérison de son fils, l'obligeant à regarder la vie plutôt que de sombrer dans le désespoir. Pourtant, Angelica pense à Renato, à la hacienda, à la malédiction qu'elle associe à Mariar. Elle ne veut pas retourner dans ce lieu plein d'ennemis et de souvenirs douloureux. Elle veut rester auprès de son mari. Alors, elle demande à Innocencia de porter un message à Renato. Elle ne retournera pas à la hacienda. Elle veut rester à ses côtés. Dans cette demande, transparaît la peur d'une épouse qui voit son amour lui glisser des mains. Mais dans sa détresse, Angelica plante aussi une idée dangereuse dans l'esprit d'Innocencia. Elle lui demande si Sergio pourrait se marier par intérêt, puis elle ajoute que Sergio n'aime personne, que Natalia est riche, mais qu'Innocencia aussi possède de l'argent. Peut-être, suggère-t-elle, qu'Innocencia pourrait tenter sa chance. Peut-être que Sergio, au lieu d'épouser la fille du gouverneur, pourrait l'épouser elle. Ainsi, une nouvelle graine est semée, peut-être une graine de rêve, peut-être de souffrance, car Innocencia est bonne, sincère, parfois naïve. Elle n'est pas comme Natalia, ni comme Bella. Elle n'a pas leurs armes, ni leur feu, mais elle a un cœur. Et dans un monde où l'amour est souvent utilisé comme monnaie ou comme vengeance, un cœur pur peut devenir la victime la plus fragile. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo en entier. Pour visionner le prochain épisode explicatif, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.